Le premier son qu'elle entend, c'est un goutte-à-goutte régulier, comme un battement de cœur mécanique. Clara ouvre les yeux, la tête lourde. L'intérieur sombre d'une voiture l'enveloppe d'un silence étouffant. Les vitres sont embuées, le moteur coupé. Sur le siège passager, un téléphone clignote, affichant une notification, une nouvelle vidéo enregistrée. Ses mains tremblent. Elle ne se souvient de rien. Ni du trajet, ni de l'endroit. Quand elle appuie sur lecture, la vidéo montre une silhouette, elle-même endormie à l'arrière de cette même voiture. Mais ce n'est pas elle qui tient la caméra. Son souffle s'accélère. Quelqu'un d'autre était là. Et peut-être qu'il l'est encore. Le silence pèse. Clara sort enfin du véhicule. L'air frais la frappe, chargé de brume et d'odeur de terre mouillée. Le paysage est vide. Aucune maison, aucune route visible. Elle fait quelques pas. Ses chaussures s'enfoncent dans la boue. Le monde semble trop calme, trop figé. Lorsqu'elle regarde derrière elle, la voiture paraît déplacée, comme si elle avait été déposée là, récemment. Et alors qu'elle avance vers un panneau à moitié rouillé, une sonnerie retentit. C'est encore le téléphone. Une voix enregistrée s'en échappe. « Igwe, tu dois te souvenir, Clara. Regarde encore. La voix sur l'enregistrement est calme, presque tendre. Mais ce n'est pas la sienne. Clara cherche frénétiquement d'où elle provient. Aucun signal, aucun réseau. Elle lit les métadonnées de la vidéo. Enregistrée à 3h17 hier soir. L'endroit? Inconnu. Elle sent son cœur battre plus fort. Puis dans la vidéo, elle entend un rire d'homme. L'écho d'un souvenir refoulé lui traverse l'esprit. Le rire de Thomas Swain. Le rire devient un souffle. Clara ouvre la portière brusquement, regarde autour d'elle. L'aube s'efface derrière un rideau de brume. Au loin, sur le chemin, une silhouette immobile. Elle lève le bras comme pour faire signe. Puis plus rien. L'espace d'un instant, Clara croit reconnaître le manteau de Thomas. Mais quand elle s'approche, la silhouette disparaît. Sur le sol, elle trouve une clé rouillée, attachée à un morceau de tissu noir. Clara retourne dans la voiture. Le souffle court. Elle verrouille les portières. La vidéo tourne encore. Elle avance la lecture. Son propre visage fixe la caméra, les yeux ouverts. « Ok, si tu regardes ça, c'est que tu as oublié encore une fois. » Yo, dit la voix dans la vidéo. Sa voix, une larme roule sur sa joue. Dans le reflet de la vitre, un mouvement passe derrière elle. Quelqu'un ou quelque chose vient de s'asseoir sur la banquette arrière. Clara fixe la vidéo. Sa propre voix y murmure des phrases qu'elle ne se souvient pas avoir dites. Il te regarde pendant que tu dors. Son cœur s'emballe. Le téléphone vibre soudain, bien qu'aucun réseau ne soit disponible. Un nouveau message apparaît. Retourne à la maison, tu comprendras. L'écran s'éteint aussitôt. Clara hésite, la main sur la clé de contact. Le moteur démarre sans bruit, comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle. La radio se met à grésiller. Une chanson familière s'élève. Celle que Thomas fredonnait toujours. Clara roule à travers des routes qu'elle ne reconnaît pas. Le GPS s'allume tout seul, mais l'écran affiche uniquement un tracé circulaire, comme si elle tournait en rond. Elle tente d'éteindre le moteur. Impossible. Le froid s'installe dans la voiture. Sa respiration fait de la buée. Puis, au détour d'un virage, elle aperçoit une silhouette debout au bord de la route, tenant un téléphone allumé, filmant en direction de sa voiture. Elle freine brusquement. Mais quand elle descend, il n'y a plus personne. À la place, sur le bitume humide,
repose un téléphone identique au sien. Elle l'allume. À l'écran, une unique vidéo datée de ce matin. On y voit la voiture, vue de l'extérieur. On y voit Clara, dormant à l'intérieur. Et derrière la vitre, une silhouette observe. Clara serre l'appareil contre sa poitrine. Elle comprend maintenant que quelqu'un rejoue ses souvenirs. De retour dans la voiture, elle ouvre la boîte à gants. Une carte pliée, usée par le temps, y est glissée. En rouge, un itinéraire est tracé jusqu'à un lieu qu'elle connaît bien. La maison Morel, sa maison d'enfance, abandonnée depuis la mort de ses parents. Une voix résonne dans sa tête. Ou peut-être dans les haut-parleurs, « Tu as déjà fait ce trajet ». Le vent se lève, la voiture tremble légèrement. Elle tourne la clé. Direction le passé. La route s'enfonce dans la forêt. Plus elle avance, plus le brouillard devient épais. Le GPS affiche désormais un seul mot, maison. Des flashs lumineux apparaissent entre les arbres, comme des appareils photo. Puis, un bruit sec. Le téléphone vient de se rallumer tout seul. Une nouvelle vidéo se lance. Filmée depuis le siège arrière. On y voit Clara, en train de conduire, exactement comme maintenant. Mais derrière elle, dans le reflet du miroir, le visage de Thomas se dessine lentement. Clara conduit sans s'arrêter. Le brouillard semble la suivre, engloutissant la route derrière elle. La vidéo continue à tourner toute seule, rediffusant des fragments de conversation qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir eu. Une phrase revient sans cesse. « Tu m'avais promis de ne plus oublier. » Clara serre les dents. La voix dans la vidéo n'est pas celle de Thomas, ni la sienne. C'est une troisième voix, douce, presque familière. Elle sent son nom murmuré dans le souffle du vent, comme si quelqu'un était assis à côté d'elle. Clara s'arrête sur le bas-côté. La radio s'allume d'elle-même, diffusant un enregistrement de sa propre voix. Thomas n'existe pas. Ses doigts tremblent. Elle coupe le contact, mais la voix continue. Elle se regarde dans le rétroviseur. Son reflet la fixe sans cligner. Puis, le reflet lui sourit. Lentement. Ce n'est plus son sourire. Clara arrache le miroir du pare-soleil, le jette par la fenêtre, haletante. L'écho du rire continue à résonner dans la cabine. Elle sort du véhicule, titubante. Le brouillard semble s'épaissir à chaque pas. Au sol, des morceaux de verre reflètent des visages flous. Le sien, celui de Thomas, et un troisième qu'elle ne reconnaît pas. Elle se penche, hésite à toucher un éclat brillant. Une douleur fulgurante la traverse. Dans le reflet, ses yeux sont noirs. Derrière elle, une silhouette marche lentement dans sa direction, sans bruit, comme glissant sur le sol. Clara s'enfuit dans les bois, cherchant une issue. Sa respiration se mêle au bruit des branches qui craquent sous ses pas. Les arbres semblent se refermer sur elle. Dans la brume, des flashs de lumière, comme des photos prises à distance, illuminent son visage. Puis une voix féminine résonne tout près. « Arrête de courir, tu sais très bien qui je suis. » Clara s'immobilise. L'ombre devant elle se précise. C'est elle-même, couverte de boue, le regard vide. Les deux Clara se font face. Celle couverte de boue avance lentement, un sourire mécanique aux lèvres. La vraie recule, paniquée. L'autre limite à la perfection, geste pour geste, sauf quand elle parle. « Tu n'as jamais quitté la voiture », murmure-t-elle. Une main glacée se pose sur la joue de Clara. Elle ferme les yeux. Quand elle les rouvre, elle est de nouveau dans le SUV. La vidéo tourne encore. Sur l'écran, deux femmes identiques se regardent, en silence. La maison Morel surgit au bout du chemin. Silhouette dévorée par le lierre. Fenêtres comme des paupières closes. Clara coupe le moteur. Le monde s'immobilise, sauf ce cliquetis régulier venu du porche, une chaîne de métal qui bat contre le bois.
En franchissant le seuil, l'odeur d'humidité lui saute au visage, entêtante, mêlée à un parfum ancien de cire et de tabac froid. Les couloirs lui semblent plus étroits qu'avant, saturés de cadres tordus et de souvenirs qu'elle n'a pas demandé à revoir. Sur la commode, une enveloppe porte son écriture, kilomètre invisible. À l'intérieur, une clé de voiture identique à celle du SUV et un ticket d'autoroute daté de la veille à 3:17. Le même horaire que la vidéo, la même route qu'elle jurerait ne pas connaître. Clara réalise que tout l'y ramène, comme si la maison l'avait appelée par son nom. La cave répond avec un gémissement quand elle pousse la porte. La lampe nue vacille, projetant des ombres qui s'allongent comme des bras. Sur la table, une boîte de rangement scotchée. Ne la laisse pas sortir. Clara l'ouvre du bout des doigts. À l'intérieur, des reçus d'essence, une carte routière annotée au feutre rouge, une clé USB et une dashcam rayée. Ses mains tremblent en connectant la clé à un vieux laptop. L'écran crépite. Une vidéo muette s'affiche. La route, de nuit, ligne blanche hypnotique, puis le volant tenu par des gants noirs. La caméra pivote un instant, révèle un visage dans le rétroviseur. Le sien. Clara recule si vite qu'elle renverse la chaise. L'évidence s'impose avec une froideur chirurgicale. Si quelqu'un a conduit, c'était elle? Ou quelque chose en elle? Un coup sec à la porte de la cave. Clara sursaute, retient un cri. La voix de l'inspectrice Vanel traverse l'escalier, posée, presque compatissante, comme si elle s'excusait d'entrer. Elle se retrouve dans l'entrée, entourée de photos familiales où les sourires paraissent mal collés. Vanel ouvre un dossier, impression d'horaire, relevé de péage, témoignages de voisins. Chacune de ces pages dessine une trajectoire nocturne qui commence chez Clara et finit près de la forêt des Corbeaux. Yoga, vous ne vous souvenez pas de ces trajets? Clara tente de répondre, mais sa gorge se serre. Vanel n'ose pas la voix. Elle désigne seulement une empreinte de pneu et un ticket d'un bar où Thomas avait été vu. Tout s'imbrique, trop proprement. Comme si quelqu'un avait préparé cet acte depuis longtemps et qu'elle venait seulement d'y entrer. Vanel a pris place dans le salon, attendant des mots qui ne viennent pas. Clara, elle, retourne à la cave, rouvre la clé USB. Ce dossier qu'elle n'avait jamais vu porte pourtant son nom. Journal nuit. Les vidéos s'enchaînent. Elle, face caméra, chuchotant des consignes. Yoga, si tu te réveilles ailleurs, verrouille-toi. Ne discute pas. Sa voix est rauque. Dans l'une d'elles, elle regarde hors champ et murmure. Yoga, ne me laisse pas sortir avant d'éclater en sanglots. Un détail la paralyse. L'horloge derrière elle indique toujours 3:17. Quel que soit le jour. Le temps, figé au moment où elle s'échappe de sa propre peau. Clara comprend soudain l'astuce. Ce journal n'est pas un souvenir. C'est une cage, et la clé rouillée qu'elle a trouvée n'ouvre rien d'autre que le même cercle. Quand Clara remonte, la pluie a gagné en violence. L'inspectrice Vanel tourne la tête vers la fenêtre, tire le rideau. Dans l'allée, le SUV vient de s'allumer tout seul, phare braqué sur la maison. Les deux femmes se figent. Vanel approchera plus tard, dit-elle, quand une équipe aura balisé les lieux. Clara n'écoute déjà plus. La lumière des phares découpe son reflet sur la vitre, et dans ce reflet, ses mains portent des gants noirs. Un frisson lui remonte l'échine. Ses doigts nus tremblent pourtant près de sa poitrine. Une seconde, elle voit deux Clara superposées, l'une à l'intérieur, l'autre au volant, parfaitement calme. Le vrombissement du moteur s'interrompt puis repart, cadencé.
La maison grince comme un organisme vivant. Clara comprend que la prochaine vidéo s'enregistrera bientôt, avec ou sans son consentement, et qu'elle sait déjà comment elle commence. Le tonnerre s'éloigne, mais la maison continue de vibrer comme si elle gardait sa propre météo. Clara retourne à la cave, attirée par un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert. À l'intérieur, des mini-cassettes étiquetées à la main avec des dates remontant à des années qu'elle préférait ne pas compter. Elle en glisse une dans un vieux caméscope. L'image vacille, se stabilise. Elle se voit assise dans cette même cave, parlant à la caméra avec une fatigue ancienne dans les yeux. « Yoga, s'il te plaît. » Yo la voit à cet accent du sommeil qui colle à la langue. Au fond du cadre, l'horloge affiche 3:17, comme si le temps s'était cassé sur 7 minutes. Clara sent son ventre se tordre. Ce n'est pas un souvenir retrouvé, c'est un protocole qu'elle a répété, encore et encore, pour survivre à ce qu'elle devient quand la nuit tombe. La vidéo suivante commence sans son, comme si la parole avait été confisquée. Clara y écrit sur un tableau blanc. Yobé verrouille la porte de la voiture. Regarde la caméra. N'ouvre pas si on frappe. Puis elle se retourne vers l'objectif et hoche la tête, docile, comme une infirmière obéissant à sa propre ordonnance. Un plan n'arrache. Derrière elle, on devine Thomas, flou, tenant un trousseau de clés. Il parle. Mais la bande est muette. Et ce mutisme fait plus mal que n'importe quel cri. Clara accélère, rembobine, tente d'attraper le sens entre deux scintillements. Chaque fois, l'horloge coince sur 3:17, l'aiguille minute collée comme une épingle. Elle comprend que ces vidéos ne l'informaient pas, elles la contenaient. Elles l'empêchaient de se réveiller en autre chose. Un troisième enregistrement, plus ancien encore, montre un couloir d'hôpital. Clara le reconnaît trop tard. Elle marche face caméra, le bras en écharpe. Une infirmière l'arrête, lui tend un formulaire. On entend enfin des voix. Encadré, signature requise pour sortie nocturne encadrée. Puis Thomas apparaît, plus proche qu'elle ne l'aurait voulu, la main sur son épaule, disant doucement « Égay, on va suivre les règles. » D'accord. Le présent se fissure. Clara comprend que Thomas n'était pas un fantôme ni un bourreau. Il était le témoin de sa dérive, celui qui la ramenait à 3:17, comme on rattache une barque à un pieu. La honte lui serre la gorge. Si elle a fui, c'était peut-être lui qu'elle fuyait, pour ne pas voir ce qu'il voyait d'elle. Des pneus crissent devant la maison. L'inspectrice Vanel descend, visage fermé par une fatigue qui ne pardonne plus. Elle découvre la cave, les cassettes, la boucle des 3:17. Elle pose des questions droites, chronologiques, comme on trace une ligne dans l'eau. Clara répond par morceaux, sa voix se brisant au contact de certains mots. « Yoga, Thomas vous aidait. Yoga, oui? Non? Il savait quand elle revenait. Vanel fronce à peine les sourcils, puis sort une pochette. Une ancienne main courante, où Clara aurait déclaré des absences qu'elle ne se souvenait pas avoir écrites. La policière ne la juge pas, elle la cadre. Et dans ce cadre, tout indique que la nuit prochaine recommencera, à moins d'interrompre la mécanique. Au guet, alors on coupe la route à 3:17. Mademoiselle Morel. Dit Vanel. Clara hoche la tête, sans savoir si elle s'y trouvera encore. Minuit approche. Vanel propose de rester, de poser un dispositif sur la voiture, d'observer sans provoquer. Clara accepte. Mais elle en elle se réveille déjà, tirant sur les coutures de la conscience. Elle s'installe dans le salon. Lumière basse,
toutes les montres calées sur 3,16. 1 minute, l'éternité. Un fil tendu. Le SUV dehors s'allume au signal invisible. Le téléphone de Clara vibre. Nouvelle vidéo. L'habitacle vu de l'arrière. Son propre cou offert à la lumière. Et une phrase chuchotée, qui n'est ni sa voix, ni celle de Thomas. Eh ben, tu sais conduire. Vanel se lève, main sur la crosse. Clara ferme les yeux, respire. Yoga, si je m'assois au volant, attache-moi. Quoi qu'il arrive. La seconde s'allonge, impossible. L'horloge claque 3,17. La maison retient son souffle. Et la nuit ouvre la porte. 3,17 tombe comme une enclume. La maison s'efface, remplacée par l'habitacle fermé, l'odeur d'essence et de pluie froide. Clara se réveille sanglée au siège conducteur, poignet ceinturé d'une lanière que Vanel a serrée selon leur pacte. Dans le rétroviseur, un visage la regarde. Le sien, mais sans cligner, sans fatigue, avec une précision de couteau. Ben, tu sais conduire. La phrase glisse de partout et de nulle part. Vanel parle à travers la vitre entr'ouverte, voix ferme, ancrée, comptant jusqu'à 10 pour lui accrocher la respiration. À l'extérieur, les phares grattent la nuit de 2 griffes blanches. Clara tente de fermer les yeux, mais la vitre latérale reflète la version d'elle en gants noirs, parfaitement immobile, comme si toute la cabine s'était déplacée autour d'elle. La clé n'a pas tourné. Pourtant, la marche arrière s'enclenche. Le SUV glisse arrière, docile, comme poussé par la pente d'un rêve. Vanel avance d'un pas, pose la paume sur le capot et ordonne d'embrayer neutre. Clara obéit et n'obéit pas. Ses doigts restent tendus. Mais quelque chose en elle sait déjà quoi faire. Un souvenir prend la forme d'une voix basse, celle de Thomas dans la nuit. Ega si elle revient, met le frein à main, parle doucement, dis-lui la route. Les voyants clignotent. Sur l'écran de la console, une vidéo se lance. Thomas à l'arrière, filmant sans trembler, décrivant un itinéraire qui tourne en boucle jusqu'à la forêt. Clara comprend que la présence n'est pas venue pour fuir. Elle veut rentrer là-bas, refermer son cercle. Vanel répète son conte, plus lentement. Le frein serre, l'odeur de plaquettes chauffe. Puis, la marche avant s'enclenche toute seule. La route avale la maison. Vanel suit dans sa voiture, gyrophares éteints, phare dosé, gardant la distance d'une laisse invisible. Dans l'habitacle, le souffle de Clara se cale sur le vrombissement. Chaque panneau disparu dans le brouillard revient sur l'écran central, comme si la vidéo doublait le monde réel en temps réel. Oge, elle conduit sans geste, par intention pure. Les épaules de Clara ne bougent presque pas. Le compteur bloque à 37. L'aiguille du temps reste plantée. À mesure qu'elles approchent des pins de la forêt des corbeaux, l'air se charge d'un goût métallique. Clara balbutie une prière, sans Dieu, puis murmure à son reflet. Yoga, je t'écoute. Mais tu me laisses sortir avec le jour. Dans le miroir, la Clara aux gants incline imperceptiblement la tête, comme si un marché pouvait être signé à l'intérieur du verre. Elles entrent dans la clairière comme dans un amphithéâtre abandonné. Le sol, noirci par des cercles de démarrage, garde la mémoire de pneus patiemment superposés. La dashcam enregistre. Témoin docile. Vanel se gare au bord, micro-cravate clignotant rouge. Clara coupe le contact, mais le moteur continue quelques secondes. Obstiné, puis meurt en hoquet. Dans le silence, une voix surgit des haut-parleurs
La sienne, plus grave. Un mode d'emploi. Yebé, si tu te réveilles ici. Ne tords pas le volant. Ne sors pas. Regarde. Yo, alors la portière côté conducteur se déverrouille d'un clic bref. Les doigts de Clara tremblent au-dessus de la poignée. Elle ne bouge pas. La nocturne qui l'habite se lève quand même. Sans geste visible, son reflet sort du verre. Prend place dehors, contourne le capot, vient s'immobiliser devant elle. Parfait double givré par la brume. Le double incline la tête, comme pour écouter derrière le monde. Puis elle parle avec la voix de Clara débarrassée de tremblements. Yobé, je t'ai protégé de la route, et de lui, et de la mémoire. Yo Thomas apparaît sur l'écran de la console, visage doux et terriblement présent. Il ne supplie pas. Il explique. La nuit où il a disparu, il a essayé d'arrêter la boucle, d'ouvrir la portière à 3:17, et la conductrice l'a reconduit au cercle jusqu'à l'aube, sans violence, comme on dépose un malade dans son lit. « Ok, j'ai eu peur de guérir ?» chuchote Clara. Vanel avance d'un pas, voix basse. « Yegay, on sort toutes les deux. D'accord. » You dans le miroir intérieur, les gants se relâchent, la poignée revient. Le double sourit, non pas vaincu, mais satisfait d'un passage. Le jour n'est pas levé. Pourtant le chant d'un oiseau commence, une note fragile qui coupe la nuit en deux. Le silence qui suit n'est pas un répit, mais une chambre d'écho. La clairière retient la respiration du monde. Clara, encore assise, comprend que le marché n'a jamais été de sortir de la nuit, mais d'y entrer sans s'y dissoudre. Elle prend le téléphone posé entre ses genoux. Une notification apparaît sans son, comme un battement. Nouvelle vidéo enregistrée. Ses mains refusent d'obéir à la peur. Elle appuie. L'écran montre l'habitacle. La même position. Le même souffle. Mais un détail a changé. L'horloge affiche 3:18. Un chiffre de plus. Une fissure dans le verre. Doguet, tu peux conduire et te souvenir. Yo murmure la voix, la sienne, réconciliée. Vanel la regarde sans la tenir, et cette absence d'entrave vaut toutes les ceintures. Clara lève enfin les yeux vers son double dehors. Elle hoche la tête. L'autre, immobile, se dissout lentement dans la brume, comme une empreinte qui choisit de ne plus peser. La vidéo bascule sur un plan ancien, daté d'un hiver qu'elle croyait perdu. Clara y parle d'une rivière souterraine, d'un courant qui l'attrape dès qu'elle se regarde trop longtemps, d'un moyen de remonter à l'air, laisser quelqu'un compter. Vanel compte à voix basse, de 1 à 10, sans jamais presser. À chaque chiffre, la forêt gagne en densité, mais la conscience gagne du terrain. Clara ferme les yeux et les rouvre sur l'habitacle réel. Le cuir, la buée, la trace de ses ongles sur le volant, tout est net. Elle enregistre mentalement, encre après encre. Quand la voix s'éteint, elle comprend que la dernière vidéo n'est pas un piège, mais un manuel. Ainsi, tu la regardes, rappelle-moi. Yo, dit la Clara d'autrefois. Alors, dans un geste très simple, elle tend le téléphone à Vanel, comme on tend une corde à celui qui vous ramène à la rive. La forêt accepte la défaite du cercle à reculons. Une bourrasque remue les cimes et emporte le dernier lambeau de brouillard qui avait la forme d'un visage. Clara descend enfin, pieds posés dans la boue froide, et c'est comme s'ils apprenaient à tenir son corps autrement. Elle contourne le capot. Devant la voiture, là où se tenait l'autre, il ne reste qu'une empreinte de semelle, 2 ovales, qui se remplissent d'eau claire. Elle ne dit rien. Vanel non plus. Le monde parle à leur place. La première mésange du matin. Un craquement de branches, le chointement d'un pneu qui se détend. Clara pense à Thomas, non comme un revenant, mais comme à un humain honnête qui a essayé. Elle murmure son prénom, sans supplique ni pardon. La réponse vient du téléphone que Vanel tient levé.
Une dernière miniature s'allume, jamais ouverte. Elle a été enregistrée dans la maison. Elle rentre par la même route. Mais l'aiguille de l'heure a cessé d'insister. 4-2 s'affiche, banal et presque vulgaire de normalité. La maison Morel les accueille avec son odeur de bois et de poussière qui n'attaque plus. Dans le salon, Vanel projette la vidéo finale sur l'écran de la télévision. L'image tremble, mais le cadre est stable. La pièce même où elles se tiennent. On y voit Clara, filmée de profil, déposant une clé sur la table. Ogé, si tu regardes ça, c'est que nous avons manqué la sortie. Mais si tu entends un oiseau, c'est que tu peux rentrer par la porte du matin. Un chant traverse la fenêtre, minuscule, ferme. La Clara enregistrée lève un doigt et sourit. Sur la table, la clé y est encore, réelle, froide. Clara la prend sans frisson. Elle la glisse dans sa poche comme on range un outil, pas une relique. La dernière tâche est d'une simplicité presque insultante. Effacer la boucle, sans effacer la mémoire. Clara ouvre l'album Journal Nuit et renomme chaque fichier avec des mots vivants. Rivière, frein, oiseau. Elle ne supprime rien. Elle archive. Elle laisse le double vivre comme une cicatrice suturée, non comme une plaie. Dans l'allée, le SUV éteint leur renvoie sa silhouette entière, non dédoublée. Vanel, en partant, lui tend un papier, un numéro direct, pas une injonction. Ogé, vous m'appelez si la route recommence à tourner. Clara hoche la tête, puis se tient seule dans l'embrasure. Le soleil mord, le bord des nuages. Elle lance la nouvelle vidéo une dernière fois. Seulement pour entendre la phrase qui a changé de peau. Yoba, tu peux conduire. Tu peux rentrer. Alors elle ferme le téléphone. Et pour la première fois, la maison ne retient rien. Elle laisse entrer le matin.